Comment, en 4 questions, faire en sorte que ton prospect se close lui-même? J'ai eu au téléphone un coach de vie expatrié en Guadeloupe depuis le Covid. Elle voulait développer son activité, elle avait la motivation, elle avait compris la valeur de ce qu'on proposait, et au moment du prix, blocage total. Objection financière assez classique, celle que vous connaissez tous, et j'aurais pu aller sur les facilités de paiement, j'aurais pu argumenter, essayer de push pour la convaincre, et en réalité, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai répété un mot, un seul, l'émotion est arrivée, et elle a fondu en larmes, et elle a signé. Non pas parce que j'ai essayé de la forcer, mais parce que ça faisait sens pour elle. Comment tu le sens? Qu'est-ce qu'on fait? On y va. On y va, il faut que j'y aille là. Et est-ce que j'aime faire pleurer les prospects? Et la réponse est oui. Oui, quand c'est nécessaire. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, comment, mais surtout je vous donne le framework des 4 questions exactes que j'ai utilisées dans l'ordre pour que vous puissiez les appliquer dès votre prochaine appel de vente. Parce que quand un prospect vous dit qu'il n'a pas l'argent, la plupart des closers font la même chose. Ils creusent la logistique, ils tentent de trouver une facilité de paiement, un report d'échéance, et donc réduisent l'engagement du prospect. Et le problème est là. Moins le prospect est engagé, moins il sera impliqué, moins il aura de résultats. Vous réduisez la valeur perçue et naturellement, les résultats ne seront pas à la hauteur des promesses ou de ses attentes. Parce qu'ils seront naturellement à la hauteur de son engagement. Et on ne change pas de vie avec un demi-engagement. Alors qu'en réalité, trouver des solutions financières, parfois ça fonctionne, mais uniquement quand le problème est effectivement logistique. Et la logistique uniquement. Mais souvent, ça ne fonctionne pas. Et vous ne comprenez souvent pas pourquoi. Je le sais parce que pour mes sales, c'est exactement pareil. Alors que la découverte était bonne, la valeur perçue était là, la certitude était validée, vous avez fait le job, sauf que vous avez travaillé sur la surface. Vous n'avez pas épluché l'oignon. Et ce que vous n'avez pas traité, c'est ce qu'on appelle la peur. Pas la peur de surface, pas la peur abstraite, la peur intérieure, ancrée dans une expérience réelle qui tourne en boucle dans la tête de vos prospects pendant que vous parlez de mensualité, d'échelonnement, voire même d'acompte pour bloquer sa place. Le temps qu'il trouve l'argent. Mais si c'est pas de la logistique, ce qui est le cas dans 20% des cas, même pas, eh bien vous pouvez vous asseoir sur votre acompte. Cette prospect, je reprends son exemple, expatrié, son objection financière n'était en réalité pas une objection financière, c'était une peur d'être déçu. Une nouvelle fois, elle avait déjà investi dans un accompagnement qui n'avait pas délivré les résultats promis, elle avait arrêté de croire que cette fois-ci, ça pouvait changer. Bref, elle avait abandonné l'idée qu'elle avait les capacités qu'elle pouvait réussir. Parce que la fois passée, ça n'avait pas marché. Donc en quoi cette fois-ci ce serait différent? Et c'est naturel, quand on tombe à vélo et que on doit remonter sur le vélo, on se dit est-ce que je vais pas retomber de nouveau? Et tant que tu ne traites pas réellement ce blocage, cette peur forgée par l'expérience, aucun plan de paiement ne sera d'aucune utilité. Car on ne résout pas les peurs en travaillant la logistique. Et c'est exactement ce qu'on va approfondir ensemble. Parce que je vois trop de sales qui traitent la mauvaise objection. Et avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez dans quel moment précis de l'appel on se situe. Après l'annonce du prix, le prime closer doit avoir ces 4 boxes en tête. C'est-à-dire qu'il y a 4 zones à valider. La certitude, premièrement. Est-ce que le prospect est toujours convaincu que votre solution résout son problème? Et petit aparté, je dis toujours convaincu. Parce que on n'annonce jamais, je dis bien jamais, un prix si le prospect n'est pas convaincu à 10 sur 10 que vous êtes la bonne personne pour l'aider à résoudre sa problématique et qu'il a les capacités, l'outillage pour y arriver. Donc, assurez-vous avant de donner un prix que le prospect est certain que vous êtes la bonne personne pour l'aider et surtout qu'il a les capacités pour le faire. Parce que, je répète, avant l'annonce du prix, vous jouez en mode facile. Après l'annonce du prix, vous jouez en mode difficile. N'essayez pas de compliquer les choses. Assurez-vous que le prospect ait une certitude élevée avant l'annonce du prix. Et le deuxième point, c'est la valeur perçue. Est-ce que le prix est aligné avec ce qu'il pense obtenir? Le troisième point, c'est la logistique financière. Est-ce qu'il a les moyens? Vous avez dû le valider normalement. Ou comment est-ce qu'on trouve ces moyens? Et la 4e box à valider, c'est la peur. La peur liée aux émotions. C'est la zone que vous n'atteignez que si les 3 premières boxes ont été validées. Et c'est souvent là qu'on gagne ou qu'on perd la vente. Surtout quand vous n'avez pas tout verrouillé en phase de découverte, ce que vous auriez dû faire. Parce qu'un prospect qui a peur ne vous dira jamais « j'ai peur ». Il vous dira « je n'ai pas les moyens », je dois réfléchir,
je dois en parler à mon conjoint, à ma femme, à ma poule ou à mon chien. Et ces objections sont réelles, mais ne prenez pas ça pour une objection logistique qui se réglera avec le temps en R2 ou en parlant avec sa femme. Car vous savez que ce n'est pas le cas. Et vous savez, car vous avez déjà été confronté des centaines de fois à cette situation. Ce principe vaut à tous les moments de l'appel. En phase de découverte, quand vous sentez de la défiance, après l'annonce du prix, quand le « je n'ai pas les moyens » ou « ça me paraît cher » arrive, la résistance change de forme, la mécanique derrière reste la même. C'est presque toujours un problème de confiance, de certitude ou de peur. Très rarement de prix si vous avez un bon service. Revenons à cet appel. Quand la logistique financière ne passe pas, inutile de paniquer. Il suffit simplement de prendre de la hauteur sur la situation, de creuser de manière curieuse, good vibe. Et généralement, je commence par poser une question ouverte. Qu'est-ce que vous vous dites actuellement dans votre tête? Et j'écoute vraiment. Parce que ce qui sort à ce moment-là, c'est la matière première de ce qui va suivre tout au long de l'appel. Et là, elle me dit... j'ai besoin de revoir ma famille. Ça fait 3 ans que je n'ai pas pu me payer un billet, ni pour moi, ni pour mon fils. J'ai besoin de les revoir. Donc ça fait 6 ans et demi que je suis là, je suis jamais rentré. Non. Ouais. Et j'ai aussi besoin d'aller voir ma famille là. Et là, je réagis de les revoir. Je n'ai pas dit « je comprends ». Je n'ai pas rebondi sur les bénéfices de l'accompagnement ou sur « dans ce cas-là, il faut le faire maintenant ». J'ai juste répété de les revoir, c'est-à-dire avec curiosité. Pas une question mécanique, une vraie curiosité, une présence. Et je l'ai fait en mettant toute mon énergie à travers cette question pour qu'elle sente que ce n'est pas du superficiel, mais bien de l'intérêt. Et l'intention que vous allez utiliser derrière vos questions va faire toute la différence entre une question qui ouvre l'esprit et une question qui la ferme. Et retenez qu'en appel, évitez les hochements de tête, les validations, les sourires professionnels. Soyez juste présent, tranquillement. Écoutez vraiment, ne soyez pas quelqu'un qui attend son tour pour parler ou qui anticipe sa prochaine question. Et pour revenir à cette prospect, elle a pleuré. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce que quand vous répétez finalement un mot émotionnel, vous déclenchez quelque chose à l'intérieur de son cerveau. Votre prospect ne se dit pas « il n'a pas bien compris ce que je voulais dire. Je dois mieux expliquer avec plus de détails ». Il s'ouvre, il descend d'un niveau, ce qui fait qu'on va chercher plus en profondeur. Il va vous se livrer sincèrement les dernières peurs qu'il a. Il va vous donner la vraie motivation à changer. Et non, ce n'est pas de la manipulation. C'est simplement de la présence. Et vous pensez peut-être que c'est trop simple pour fonctionner. Je vous garantis que c'est exactement l'inverse. C'est précisément parce que c'est simple que la plupart des sales ne le font pas. Ils remplissent les silences, ils enchaînent, ils parlent, ils remplissent les blancs comme s'ils vendaient un tapis au souk de Marrakech ou dans la Médina. Mais rappelez-vous que la répétition de ce mot émotionnel, vous le repérez quand votre ton change, quand il y a une hésitation, quand le prospect glisse quelque chose qui n'était pas dans votre découverte. C'est pas toujours de l'anxiété, de la peur, c'est parfois aussi vivre. Et c'est à ce moment-là où, quand il y a une hésitation, il ne faut pas hésiter à boucler par rapport à votre script, à votre structure de vente. Parce que c'est pas parce que c'est pas dans le script que vous ne devez pas creuser. Creuser avec un c'est-à-dire, mais encore, ou en reprenant simplement ces mots. C'est exactement là où vous allez pouvoir avoir des informations essentielles. Et maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que je peux faire la même chose avec n'importe quelle question? Et la réponse est absolument non. Et voici pourquoi. Il y a une erreur que je vois chez des closers qui ont de bonnes performances, de bonnes questions, une structure qui tient la route. Le seul problème, c'est qu'ils posent ces questions trop vite. Et je vous donne un exemple. Le prospect qui vient de vous dire que son problème dure depuis 1 an et que vous enchaînez immédiatement quasiment sur « et ça a eu un impact sur vous ?» il va vous répondre « ouais, pas terrible ». Et ensuite vous passez à autre chose. Même question, posée avec un silence devant. Depuis 1 an, c'est-à-dire 2 secondes, où vous montrez que ça vous intéresse, votre regard ne décroche pas. Est-ce que ça a eu un impact sur vous? Et là, le prospect intériorise. Il ne répond plus de façon instinctive, rationnelle, il descend, il cherche la vraie réponse. Vous le guidez à travers sa propre introspection, à travers ces dernières années de difficultés, de galères. Et le silence, ce n'est pas juste un vide à remplir, c'est un espace que vous donnez à votre prospect pour aller chercher quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai. Et le fait de réellement s'intéresser au prospect, maintenir ce contact visuel, ralentir votre tonalité, ce n'est pas du théâtre. C'est ce qui empêche votre corps de trahir votre impatience. Parce que si vous posez une question lente, avec un corps qui s'agite, le prospect le sent. Et c'est drôle.
Il répond à votre corps et surtout pas à votre question. Donc votre non-verbal parle beaucoup plus que votre verbal. Et la plupart des closers ont peur du silence. Ils le vivent comme une perte de contrôle et c'est exactement l'inverse. C'est le moment où vous reprenez le contrôle de la profondeur de l'appel et c'est exactement ce qu'on a compris avec l'expérience, la pratique. La vitesse de votre question détermine la profondeur de votre réponse. Alors ne jouez pas un rôle, ne surjouez pas, mais utilisez-le à bon escient. Et si ce qu'on vient de voir vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Chaque vidéo est construite sur le même principe, des mécanismes concrets que vous pouvez appliquer dès la fin de la vidéo, issus d'appels réels, de mon expérience, de celle de mes sales. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. Maintenant, on retourne creuser les douleurs, parce que je pense que c'est important de préciser ce point, car souvent, cette erreur est commise. Et quand un prospect vous dit j'ai eu une mauvaise expérience avec un accompagnement avant, c'est une information. C'est pas encore la vraie douleur, le vrai problème. La douleur, c'est ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'était l'argent perdu, le temps perdu, la promesse pas tenue? Est-ce que c'est maintenant un manque de confiance en sa capacité à choisir, à décider, en lui ou en d'autres personnes? Et c'est super important de comprendre ce qu'il y a derrière ces peurs, ces objections. Et avec ce prospect, une fois qu'elle avait lâché les larmes, il y a un silence qui est sorti et qui a fait le job, parce que j'ai posé une question simple. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Et là, tout est sorti. La formation qui n'avait pas été livrée, l'argent mis de côté pendant des mois, la honte de ne pas l'avoir vu venir plus tôt, la peur d'y retourner parce que son conjoint lui avait reproché pendant des mois, lorsque je lui parlais de cet accompagnement précédent qui avait échoué. Et ce n'est pas elle qui manquait de confiance en notre offre. C'est elle qui avait perdu confiance en sa propre capacité à choisir. Pas par peur d'avoir fait le mauvais choix, et c'est ça que j'ai traité. Pas le prix, pas la logistique, vraiment cette peur, ce blocage qu'elle avait. Et quand vous observez un manque de confiance, de la défiance, bref, des peurs de l'ordre de l'émotionnel, utilisez ces 3 questions pour isoler et identifier l'origine du problème. Car si vous arrivez à le traiter en phase d'objection sans l'avoir traité en phase de découverte, c'est que vous n'avez pas assez creusé dans la première partie, et selon moi la plus importante de l'appel. Utilisez-les en phase de découverte. Et en parlant de sa situation douloureuse, vous pourriez demander par exemple, pouvez-vous me donner un exemple précis de quand, comment ça s'est passé? Vous les ramenez dans le concret, dans le vécu, pas dans l'analyse, mais dans le ressenti. C'est là qu'ils revivent la douleur, pas qu'ils la décrivent, mais qu'ils réalisent une vraie introspection à travers cette mauvaise expérience. Et depuis combien de temps vous portez ça? Et quand ils réalisent que ça dure depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, l'urgence change de camp? Ils ne vous disent plus ce qu'ils pensent, ils ressentent ce qu'ils ont encaissé et ce qui les motive à ne plus rester dans cette situation. Posez avec délicatesse, et good vibe, une vraie présence. Et qu'est-ce que ça vous fait? Pas comment vous sentez-vous, trop généraliste, mais qu'est-ce que ça vous fait? C'est humain, direct, ouvert, et surtout ça fait le lien entre sa situation actuelle et sa situation passée. Ça permet de créer un réel gap. Et quand vous posez cette 4e question, avec la bonne tonalité, de manière curieuse, en laissant de l'espace à votre prospect, vous n'êtes plus un vendeur, un closer. Vous êtes quelqu'un qui est là, qui est présent, pleinement mobilisé pour l'aider. Et c'est exactement ce dont votre prospect a besoin pour se permettre de lâcher ce qu'il porte, ce bagage lourd, ces échecs. Et une précision importante, parce que si vous sortez ces questions trop tôt dans l'appel, ça ne fonctionnera pas parce que vous n'avez simplement pas connecté avec la personne. Vous ne pouvez pas aller chercher de l'émotion profonde d'un prospect qui ne vous a pas encore fait confiance. Et ce n'est pas une question de technique, c'est simplement une question d'intelligence émotionnelle et de relations interpersonnelles. Car le moment où vous êtes autorisé à descendre à ce niveau, c'est quand vous avez déjà connecté avec votre prospect, quand il a baissé la garde qu'il pouvait avoir en début d'appel, parce qu'il va encore faire face à un closer, et donc tout le monde a un petit peu de stress par rapport à ça. Donc il doit se sentir bien, il doit vous faire confiance avec vous. Et avant ça, vous risqueriez de le braquer, de passer pour quelqu'un qui creuse des douleurs uniquement dans son propre intérêt, celui de vendre. Il doit sentir absolument que vous vous souciez plus de ses intérêts que des vôtres. Et c'est la clé d'une connexion émotionnelle qui, selon moi, est réussie. Et ce que j'ai fait avec ce prospect, c'est pas de la magie, simplement 4 questions posées dans l'ordre, au bon moment, avec la bonne intention, c'est-à-dire le mot miroir, avec la bonne tonalité, l'ancrage dans le réel. Pouvez-vous me donner un exemple précis de quand ça s'est passé, la durée, depuis combien de temps portez-vous ça, et l'impact? Qu'est-ce que ça vous fait réellement de vivre cette situation? Vous pouvez les noter, les mettre dans votre trame sur un post-it à côté de l'écran, dans votre tête, avant de décrocher l'appel. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est les poser trop vite, trop tôt, sans la tonalité ou l'intention qui va avec. Et c'est ce qu'elle a compris. Pas parce que je lui ai dit, mais parce qu'elle l'a vécu, elle l'a ressenti dans l'appel. Et c'est ça le
closing high ticket. C'est pas convaincre, c'est pas argumenter, c'est être réellement présent pour que le prospect puisse se convaincre lui-même que vous êtes là, dans son intérêt. Et la performance ne se travaille pas pendant l'appel, elle se prépare avant, en travaillant sur vous, votre personne et surtout votre énergie. Et elle se comprend après. Et si vous voulez savoir exactement où vous en êtes sur ces 4 questions, si vous les posez au bon moment, avec le bon ton, la bonne profondeur, voici ce que je vous propose. Envoyez-moi un message avec le lien de votre appel. Je sélectionnerai certains appels et je prendrai 1 heure de mon temps pour vous faire un call review en live, gratuitement. On regarde ça ensemble, on voit ce qui fonctionne, ce qui bloque et ce qui vous coûte des ventes sans même que vous le sachiez. Donc si vous voulez que j'analyse un de vos calls, n'hésitez pas à me l'envoyer en DM. Abonnez-vous parce que je prendrai du temps pour faire de prochaines vidéos pour vous aider. Et si cette vidéo a pu vous intéresser, n'hésitez pas à mettre un like. C'était Robin. Abonnez-vous. Ciao.